Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues, Madame la Présidente, pardonnez-moi, avec grand plaisir, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le Secrétaire d'État. Donc on est face à ce projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande et qui vise à encadrer juridiquement la relation économique et commerciale entre ces deux acteurs, tout en l'étendant à de nouveaux domaines. Alors j'ai entendu ici et là certains vanter les avantages que la France pourrait tirer de cette présence renforcée en Asie-Pacifique. Je voudrais rappeler en préambule que la France y est déjà présente, alors on se demande pourquoi nouer un nouvel accord de libre-échange duquel nous sortirons une nouvelle fois perdant. Parce que cet accord politique très large préfigure les relations commerciales à venir entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, je remarque qu'une députée à l'instant de La République En Marche venait de nous le dire, c'est-à-dire que derrière ce protocole que nous votons, il se cache évidemment un nouveau traité de libre-échange, comme d'autres sont en pleine négociation, et c'est de cela dont il s'agit, voulons-nous, oui ou non, enclencher ces processus de négociation et d'adoption de traités de libre-échange. La mise en place d'une coopération économique et commerciale comprise dans le cadre des structures de l'OMC, voilà ce qui est en jeu. Alors laissez-moi vous citer quelques articles de cet accord qui sont particulièrement éclairants. Article 14, les parties affirment leur ferme intention d'œuvrer ensemble au sein de l'OMC afin d'obtenir une libéralisation accrue des échanges. Autrement dit, les parties font la promotion de l'augmentation des accords et des échanges, y compris par la négociation de nouveaux accords. Article 17, les parties reconnaissent qu'il est dans leur intérêt commun de réduire les obstacles techniques au commerce et conviennent de coopérer dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. Ou encore, l'article 25, il n'y a pas lieu de recourir à des lois politiques ou pratiques environnementales ou en matière de travail à des fins de protectionnisme dans ce domaine. En réalité, donc, sous couvert d'harmoniser les relations entre les deux parties, cet accord œuvre surtout à libéraliser les économies. Et cela, nous ne pouvons l'accepter parce que notre agriculture, mais pas seulement, j'y reviendrai, sera une nouvelle fois mise en danger par le modèle agricole néo-zélandais qui est hyper productiviste. La Nouvelle-Zélande exporte énormément de produits agricoles vers l'Union européenne, 72% de ses exportations en 2017 pour une valeur de 2,4 milliards d'euros. Les produits agroalimentaires représentent quant à eux 50% des exportations néo-zélandaises vers la France. Déjà lourdement pénalisés par le CETA ou par l'accord en préparation avec les pays du Mercosur, les agriculteurs français s'inquiètent, et à raison, de la perspective d'une augmentation des importations de viande bovine, ovine et des produits laitiers. Et ce d'autant que le modèle d'agriculture de la Nouvelle-Zélande est le prototype de l'agriculture productiviste, faisant une concurrence déloyale aux producteurs européens. En Nouvelle-Zélande, les exploitations agricoles sont totalement démesurées. Il y a 2 fois plus de vaches laitières que d'habitants. Et le modèle néo-zélandais, à la pointe de la modernité industrielle, permet une traite à la chaîne. Il faut 1 heure pour traire plus exactement 600 vaches, parce qu'elles sont maltraitées. Mais en tout cas, il faut 1 heure pour traire 600 vaches, soit 10 fois plus vite qu'en France. C'est absolument délirant et préoccupant. Absolument préoccupant comme type de mise en concurrence. Et les conséquences sur l'environnement sont, à n'en pas douter, en perspective particulièrement dramatiques. Alors comment croire que cet accord va nous permettre de respecter les fameux accords de Paris? Quel est l'intérêt d'amener des produits animaux ou agricoles de l'autre bout du monde? Moi, j'avoue que je n'arrive pas à décoller de cela, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où la relocalisation de l'économie est une des clés absolues pour faire face aux défis climatiques. Et ce qu'on nous propose, c'est en chaîne des accords pour accroître les échanges. Donc c'est évidemment une logique économique qui nous met dans le mur, d'abord parce que ça fait du dumping social et fiscal, mais aussi parce que l'environnement ne pourra pas supporter des échanges en nombre illimité. Or, cet accord proposé à la ratification est en quelque sorte la première partie
d'un accord de libre-échange de grande ampleur, qui est approuvé par les ministres du Commerce des 28 États membres le 22 mai dernier et dont les négociations commenceront cet été au mépris de toutes les dispositions prises dans le plan d'action CETA. Emmanuel Macron, rafraîchissons-nous un petit peu la mémoire, mais Emmanuel Macron et son gouvernement, votre gouvernement, monsieur le secrétaire d'État, avaient promis, la main sur le cœur, la mise en place exemplaire du CETA et de ses futurs avatars. Force est de constater que quelques mois après, comme nous l'avions prédit, il n'en est absolument rien. L'Union européenne agit en toute impunité avec la complicité de votre gouvernement. Les parlements nationaux devenus gênants sont inexorablement mis au banc. Il y a eu, et je veux rappeler un petit peu d'histoire récente, pêle-mêle, je démarre, avec l'application provisoire de 90% du CETA. Vous devez vous en souvenir, Monsieur Lemoine, nous étions ensemble, notamment dans cette espèce de comité de pilotage avec des ONG, des partenaires divers et variés, et la stupeur quand même a emporté la salle quand on nous a expliqué que 90% du CETA allait être appliqué dès la rentrée dernière, sans que le Parlement n'ait été consulté, je tiens à le redire. Nous avions d'ailleurs par la suite déposé dans notre niche parlementaire une proposition de loi pour demander qu'un référendum statue sur cette question. Moi, j'ai en mémoire qu'on a dit en France non au traité constitutionnel européen, et notamment parce que ce que nous avons réussi à mettre sur la table, c'est que cette libéralisation de l'économie à l'échelle européenne, mais le vaut à l'échelle internationale, n'était pas du goût des Français. Ce n'est pas leur avis que d'avoir un développement de cette sorte. Et maintenant, nous revoilà avec ce CETA dont personne ne veut, enfin pas personne, si nous essayons, mais en tout cas certainement pas le gouvernement, ne veut aujourd'hui rendre public, c'est-à-dire de mettre les enjeux sur la table publique. C'est le secret de la diplomatie entre les États qui prévaut pour instaurer des normes qui vont bousculer notre économie et notre environnement. Donc, première étape, cette application qui a pourtant été à ce moment-là particulièrement critiquée. Ensuite, plus récemment, Madame la Présidente s'en souvient, nous étions tous en commission assez ébahis devant ce rapport qui nous a été remis, une étude d'impact sur le CETA, donc, qui nous a été présentée comme une étude indépendante. Elle était réalisée par le CEPI. Je suis allée regarder ce qu'est le CEPI pour mémoire, pour tout le monde, mais le CEPI est en effet un organisme qui fait ce type d'études, mais qui dépend du Premier ministre. Bon, admettons. Et nous avons écouté ce rapport. Et ce rapport ne concernait absolument pas les effets sanitaires et sociaux impartis et donc environnementaux qui allaient suivre la mise en application du CETA. C'est-à-dire qu'on avait une espèce de propagande qui nous expliquait que pour les économies, c'était formidable, mais que pour ce qui était de l'impact pour les populations et pour l'environnement, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y avait pas de possibilité de rendre des comptes. Donc là, je reconnais que nous avons trouvé la chose un petit peu curieuse et malvenue, mais en matière de propagande, on avait une autre dose dans l'hémicycle, vous vous en souvenez, quand les Canadiens sont venus, et le Premier ministre canadien ici à cette place même, très applaudi, je sais bien, mais il a dit dans son discours des choses, y compris que je peux partager, Monsieur Lemoine. Il a trouvé les mots, mais il nous a raconté une fable. C'est-à-dire qu'il nous a raconté un CETA qui n'est pas le CETA, qui n'est pas ce qui est contenu dans les accords. Et c'est pourquoi il a pu être applaudi sur les bancs de cette Assemblée, parce que, en effet, tous les éléments négatifs du CETA, tout ce que va induire ces traités de libre-échange étaient évidemment absents de ce discours. Et c'est pourquoi je parle, en l'occurrence, d'une propagande assez inadmissible. Et aujourd'hui, coup de grâce, les nouveaux accords commerciaux seront scindés en deux. D'un côté, les dispositions commerciales seront décidées dans l'entre-soi de Bruxelles et de l'autre, la partie sur les investissements ratifiée par les parlements nationaux. Cela ne revient ni plus ni moins qu'à forcer les peuples européens et leurs représentants à avaler de force la pilule du libre-échange. C'est là le sens du mantra répété ad nauseam par Jean-Claude Juncker. Ensemble, nous allons maintenant négocier des accords commerciaux gagnant-gagnant qui créent de nouvelles opportunités pour nos entreprises tout en garantissant des normes élevées dans des domaines clés tels que le développement durable. Blablabli, blablabla, n'importe quoi. La réalité est évidemment plus sombre puisque le CETA, c'est l'enterrement des accords de Paris, c'est l'arrivée dans nos assiettes d'OGM et de pesticides en permettant le détricotage du principe de précaution, c'est la destruction de milliers
d'emplois en Europe et au Canada, et c'est la mise en concurrence des services publics. Et ce nouvel accord n'y échappera pas. L'étude d'impact qui est commandée par la Commission admet déjà qu'une hausse des émissions de gaz à effet de serre est à attendre, peut-être pas dans la zone, mais au total. Et les enjeux climatiques sont encore relégués au second plan au profit d'une mondialisation qui ne profite qu'à quelques-uns. Donc dans ce contexte, je crois qu'il faut impérativement remettre dans les mains des peuples la décision sur ces traités de nouvel-échange, ouvrir un grand débat et faire en sorte que les peuples tranchent et non la technocratie et cette course folle au profit qui tue la planète et le bien vivre. Je vous remercie. Merci, Madame la